Bonjour à tous et bienvenue à l'Onco en balade, une série d'entretiens du réseau de recherche sur le cancer où je vous amène à la rencontre des acteurs en oncologie au Québec. Je m'appelle Mélissa Thomas et je suis postdoctorante au Centre de recherche sur le cancer à Québec. Et aujourd'hui, je suis allée rencontrer Audrey Glory, la coordonnatrice de la biobanque de tumeurs gynécologiques au CHU de Québec. Qu'après un doctorat en biochimie à l'UQAM, elle a démarré une biobanque sur tissus conjonctifs sains et cancéreux pendant son post-doctorat en recherche translationnelle oncologique au centre de recherche du CHUM. Elle a rejoint l'équipe de la biobanque de tumeurs gynécologiques il y a quelques mois. Bonjour Audrey. Bonjour à tous. Déjà, on parle de biobanque, mais en réalité, c'est quoi une biobanque? Alors une biobanque, c'est vraiment un endroit où on va conserver à la fois des données issues de patients, mais aussi ça peut être des tissus ou du sang. Donc il y a vraiment toute une variété qui peut être conservée. Il peut aussi y avoir des fois, dépendamment des biobanques, de l'urine ou d'autres types d'échantillons biologiques. Donc Audrey, ici, tu es la coordinatrice de la biobanque. Donc c'est quoi ton rôle, en coordinatrice? Donc mon rôle, il est double. D'un côté, je dois m'occuper d'aller traiter les échantillons quand ils arrivent, donc pour faire en sorte de les conserver. Et de l'autre côté, je dois aussi m'occuper de tout l'aspect administratif de la biobanque, donc pour qu'on ait des traces écrites de toutes les procédures qui sont utilisées, de tous les échantillons qui sont reçus, et bien sûr du consentement de tous les patients qui participent à la biobanque. C'est une question un peu typique, hein, qu'on entend souvent, mais ça ressemble à quoi justement ta journée de travail? Je suis toujours sur site parce que justement, il faut que je sois disponible en tout temps si jamais il y a un échantillon qui est disponible. Les échantillons, ça fonctionne de deux façons. Quand j'ai des échantillons de sang, c'est facile puisque ça peut être conservé au frigo. Donc, c'est possible de juste aller les chercher à n'importe quel moment dans ma journée quand ils arrivent, puis les traiter. Par contre, les tissus, c'est beaucoup plus sensible. Donc là, on va m'appeler directement. Et là, il faut que je sois sur place pour aller récupérer les échantillons de tissu. C'est pour ça qu'il faut vraiment toujours que je sois sur place. Et je te dirais que mon temps se passe généralement devant l'ordinateur jusqu'à ce que ça sonne. Je file récupérer mon tissu. C'est plutôt ça. Toujours dans le suspense. C'est ça. Maintenant, la banque, elle est quand même bien établie depuis plusieurs années. Est-ce qu'il y a quand même encore des difficultés que tu rencontres dans la gestion de la biobanque? Bah, je pense que le plus difficile, ça a été en fait les différentes passations. Forcément, une biobanque est faite pour exister au-delà de la carrière d'un chercheur. Arriver à la fin de la carrière d'un premier chercheur, quand la biobanque est transférée, c'est sûr que c'est des défis de réussir à tout conserver et à faire de son mieux de ce côté-là, surtout que à l'époque, forcément, beaucoup de choses étaient papier. Donc, tout mettre de façon informatisée et un peu plus automatisée, mettons, ça va beaucoup faciliter les choses pour les prochains. Mais cette partie-là, je pense que c'est ça qui a été le plus difficile. Et d'ailleurs, c'est pas moi qui ai tout fait. Là, comme tu as dit, je suis arrivée qu'il y a quelques mois, donc c'est vraiment surtout Amélie Rodrigue qui était là avant moi, qui a fait beaucoup de travail pour faire en sorte que cette transition-là se fasse en douceur. Donc, plein de difficultés, mais c'est quand même, si tu es coordinatrice, c'est que ça te plaît. C'est quoi tes aspects préférés dans son rôle? Alors, je me doute que c'est pas ce que tout le monde dirait, mais j'aime bien le côté éthique, l'admin de ce travail-là, mais c'est pas du tout quelque chose qui me rebute. J'aime ça parce que en plus, comme moi, j'ai utilisé aussi une biobanque dans mes travaux précédemment. Je vois tout l'impact que ça peut avoir sur des recherches. Juste être un peu au niveau zéro de tout ça et me dire, OK, bah, tous ces échantillons-là, maintenant, sont disponibles pour la recherche. Je trouve ça vraiment fascinant. Puis c'est ça tout le côté éthique. J'aime ça parce que c'est ce qui nous relie un petit peu aux patients avec le formulaire de consentement. Et je trouve ça toujours important de revenir à cette base-là parce que sans les patients, on n'aurait rien. C'est vrai qu'au final, tu as vraiment vu toutes les étapes d'une biobanque, que ce soit vraiment plus le côté administratif que l'utilisation Ouais, des échantillons. C'est vrai que ça va beaucoup enrichir ça motive, dans je ton rôle. pense. Ouais, je pense que comparé à quelqu'un qui aurait peut-être jamais utilisé une biobanque, moi, ça me motive beaucoup parce que je sais ce qu'on peut en faire après. Donc, pour avoir une biobanque, bien sûr, il faut des échantillons de patients. D'où est-ce qu'ils viennent, ces échantillons? Ça vient donc de patients qui sont à l'Hôtel-Dieu de Québec, qui vont avoir donc nous, c'est vraiment la banque de cancer gynécologique. Donc c'est des patients qui ont soit une suspicion, soit un cancer gynécologique déjà trouvé.
Et ensuite, ça va être donc un membre de l'équipe clinique qui va s'occuper de proposer la participation à la biobanque à ses patientes. Et si elles acceptent, elles vont signer un formulaire de consentement qui nous sera transmis à nous. Et c'est comme ça qu'on peut ensuite potentiellement récupérer les échantillons. On parle de tumeurs gynécologiques, mais exactement, c'est quel type de tumeur, quelles tumeurs sont dans la biobanque? Dans la biobanque, on a principalement de l'ovaire et de l'endomètre, mais ça peut être aussi du col de l'utérus ou du cancer de la vulve, par exemple. On a vraiment tout ça. Donc, tu nous as déjà un petit peu parlé, mais c'est quoi le cheminement pour un patient, une patiente donc, qui a été diagnostiquée? Son chirurgien lui en parle, et ensuite, que- quelles sont les étapes successives? Vraiment, la première étape, c'est ça. C'est que quelqu'un du côté clinique puisse discuter avec la patiente et puis proposer la participation à la biobanque. C'est vraiment purement sur une base volontaire. Et ensuite, il faut signer le formulaire de consentement. Donc, il y a différentes questions dans ce formulaire. La première étant, bien sûr, est-ce qu'on accepte de participer à la biobanque? Et ensuite, les autres, en fait, toutes les différentes choses qu'on peut prendre, parce qu'on peut donc utiliser des tissus, utiliser du sang. On demande aussi si le patient accepte qu'on accède à ces données. Donc, tout ça, c'est différentes questions. Et aussi, maintenant, on a une question pour l'accès au matériel génétique des patients, puisqu'on fait de plus en plus de séquençage pour essayer de trouver des marqueurs. Donc, tout ça fait partie de notre formulaire de consentement. Donc, les patients sont invités à lire ce formulaire, à répondre à ces questions et ensuite à signer le formulaire. Donc c'est vraiment ça au niveau du patient. C'est un peu la seule chose dont ils auront conscience concernant la biobanque. Après, tout le reste, ça se passe de notre côté. Pour eux, ça change absolument rien à ce qui se passe dans leur traitement. C'est vraiment une procédure assez simple et rapide pour les patients. Pour les patients, c'est très simple, très rapide. Et vraiment, comme j'ai dit, il n'y a aucun impact sur leur traitement. Le pire qui peut arriver, c'est que s'ils acceptent qu'on prenne des échantillons de sang, ils vont avoir des tubes supplémentaires de prix lors d'une prise de sang qui est déjà prévue dans leur parcours de soins. Et ensuite, pour ce qui est des tissus, nous, on va vraiment récupérer uniquement ce qui est en excédent. Donc, il n'y aura jamais de biopsie supplémentaire où le chirurgien va jamais aller chercher plus de tissu que nécessaire. C'est vraiment tout se fait de façon parfaitement normale, comme n'importe quel autre patient. Et ensuite, si jamais il y a des tissus en excédent, ce sera pour nous. Et est-ce que les patients a posteriori peuvent se rétracter par rapport à leur participation à la biobanque? Oui, oui, bien sûr. Il n'y a aucun problème avec ça. C'est tout à fait possible. Ils contactent soit l'équipe clinique, soit ils peuvent nous contacter et tout simplement dire que ils veulent se retirer de la biobanque. Auquel cas, on va juste retirer toutes leurs données et puis détruire les échantillons. Comme tu le disais, ces échantillons, ils sont récoltés pendant une biopsie planifiée déjà pour les patientes. Comment se fait la passation entre l'équipe clinique et toi ici au CHU? Donc ça peut être des biopsies, ça peut être aussi des chirurgies. Vraiment, souvent c'est ça en fait. Ça va être pendant la grosse chirurgie entre guillemets. Et en fait, ce qui se passe, c'est que une fois que les chirurgiens ont retiré la masse cancéreuse, elle est envoyée en pathologie. Donc ça, c'est normal, ça se passe pour tous les patients. En pathologie, le tissu va être analysé. Et c'est à ce moment-là où si jamais il reste un morceau de tissu excédentaire, où ils en ont pas besoin pour leurs analyses, tout est correct de leur côté, ils ont pris tout ce qu'il leur fallait, et ben moi je vais être appelée et on me laisse ce tissu-là disponible et comme ça moi après je peux le récupérer et puis le traiter pour le conserver dans la biobanque. Toi, après, comme tu disais, tu viens les traiter pour la biobanque. Donc, le but étant de les conserver pendant longtemps. C'est quoi, quel traitement tu fais sur les échantillons pour pouvoir les conserver? Les échantillons de sang, ce qu'on va faire, c'est qu'on va conserver, tout va être congelé à -80. Et en fait, on va congeler différentes composantes du sang. Donc, on congèle du sang total, on congèle du sérum, on congèle du plasma et on congèle ce qu'on appelle un culot enrichi qui est plein de cellules immunitaires. Ça, c'est vraiment toutes les composantes du sang qu'on va congeler. Et donc, tout ça se fait tout simplement par centrifugation. C'est très simple. Et pour ce qui est des tissus, je vais les découper en plus petits morceaux pour pouvoir les conserver de trois façons. Soit directement, ils sont congelés rapidement. C'est vraiment juste mis dans un petit tube et ensuite mis sur glace sèche pour être vraiment congelé rapide. Sinon, il y a deux façons de les conserver. Soit en paraffine, donc ça c'est les
tissus vont être fixés et ensuite mis dans un bloc de paraffine pour être conservés. Ou sinon, ils peuvent être mis dans un une sorte de gel en fait qui va se durcir au contact du froid et qui permet aussi de conserver des échantillons, mais cette fois aussi à -80. Parce qu'en général, tu fais les 3 techniques sur tous les échantillons. Est-ce que ça dépend de la quantité que tu as? Il y en a qui sont plus privilégiés dans ce cas-là? Ouais, ça dépend vraiment de la quantité. Des fois, c'est vraiment très petit, ce que la pâteau va être capable de me donner, auquel cas je vais privilégier justement la dernière technique dont je parlais, qui est l'OCT. Donc c'est vraiment donc la mise dans ce petit gel qui va durcir, parce que c'est ce qui permet plus facilement de faire de l'extraction ensuite de ADN ARN, et c'est ce qui nous intéresse le plus nous au laboratoire. Donc c'est ça que je vais privilégier si jamais j'en ai pas assez. Donc une fois que tu les as congelés, les échantillons de tissu et le sang, combien de temps est-ce qu'ils peuvent être stockés? Ah bon, 80, ils peuvent vraiment durer très longtemps. On parle de vraiment plusieurs dizaines d'années là. S'ils sont bien conservés, ça peut être vraiment très très long. C'est pour ça donc que les biobanques peuvent être passées de chercheur à chercheur. Donc toi, une fois que tu as reçu les échantillons, peut-être que tu fais même ça avant, tu reçois les données sur les patients. Si j'ai bien compris, tu vas les rentrer de manière anonymisée dans la base de données. Oui, alors c'est quelque chose que je fais après. Et c'est quelque chose qui doit être fait. Pour l'instant, tout est fait à la main. Donc, il faut que j'aille dans le dossier de chaque patient pour aller récupérer les informations qui nous intéressent. En fait, par là, ce que j'entends, c'est les informations qui sont pertinentes pour la biobanque. Donc, on va pas non plus fouiller dans tout le dossier du patient ou quoi que ce soit. C'est vraiment tout ce qui peut être lié au cancer de la patiente et à ses traitements. Tout ça, c'est des choses qu'on va prendre. Ça peut être aussi des données purement démographiques, l'âge, le lieu de résidence, des choses comme ça. Tout ça, ça va être pris, puis ça va être mis effectivement de façon complètement anonymisée dans la biobanque. Combien d'échantillons il y a aujourd'hui à la biobanque de tuberculose gynécologique? On a environ 3000 échantillons, donc il y a vraiment de quoi faire. Et donc, c'est 3000 échantillons. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils sont pas seulement à la disposition des équipes qui sont ici au CHU de Québec, mais ils sont à la disposition de tous. C'est bien ça? Oui. Oui, oui, c'est vraiment n'importe quel chercheur, dans le public ou dans le privé d'ailleurs, peut demander à avoir accès à des échantillons. Comment est-ce qu'ils peuvent faire la demande pour recevoir les échantillons et qui va donner l'approbation derrière? La première étape, c'est vraiment de contacter le directeur de la biobanque. Donc, nous, on fait partie du réseau Recherche Cancer. Et si vous allez sur le site internet du réseau, il y a donc toute la liste des biobanques. Et donc, c'est facile de retrouver les différentes biobanques et leur directeur. Donc, à partir de là, il suffit de contacter le directeur, d'expliquer c'est quoi les besoins. Et une fois que donc, il y a un accord de principe un peu qui est mis en place, il y a un formulaire de demande qui doit être rempli. Tout ça ensuite va passer au comité d'éthique du CHUC qui va regarder ça et qui va voir si il considère que les recherches qui veulent être faites sur ces échantillons-là sont conformes à l'éthique du CHUC, sont conformes au formulaire de consentement que nous, on a fait signer aux patients. Donc, on va juste vérifier que c'est une demande qui est raisonnable, que ces échantillons seront bien utilisés. Ça, c'est important à préciser pour les patients. On donne pas les échantillons à n'importe qui pour n'importe quoi. Il y a vraiment tout un processus. Et donc, une fois que c'est approuvé par l'éthique, il y a vraiment une entente de transfert de matériel qui est signée. Et à ce moment-là, on va être capable d'envoyer des échantillons aux chercheurs qui l'ont demandé. Tout a été fait, l'approbation a été donnée, l'entente a été signée. Qu'est-ce que les équipes de recherche elles vont recevoir exactement dans leur colis? Bah, c'est sûr que dépendamment de ce qu'ils ont demandé, si c'est du sang ou si c'est des tissus, donc ça va différer un petit peu. C'est sûr qu'on n'envoie jamais tout le matériel qu'on possède. Le but, c'est vraiment de conserver autant que possible du matériel dans la biobanque pour que ça puisse être encore utilisable par d'autres chercheurs. Donc, on va envoyer une petite quantité donc de sang ou de plasma ou de choses comme ça. Et pour les tissus, généralement, on congèle plusieurs tubes, donc on peut envoyer juste un seul tube, un petit échantillon, un petit morceau de tissu. Quand il s'agit de blocs, on peut aussi envoyer des lames. Donc nous, on fait couper les blocs ici, et on peut envoyer plusieurs lames au laboratoire qui le demande. Et donc tout ça va être généralement mis sur glace sèche pour être envoyé, pour être conservé au froid autant que possible jusqu'à destination. Bien sûr, quand les équipes elles ont l'approbation, c'est pas seulement pour recevoir les échantillons, mais aussi pour recevoir les données des patients dont ils reçoivent les échantillons. Quel type de données les, euh, les équipes vont recevoir? Est-ce qu'ils peuvent recevoir toutes les données qui sont sur un patient ou juste une partie?
Déjà, j'en profite pour rappeler que vraiment, à ce stade, tout est anonymisé. Donc, c'est impossible pour les gens qui vont recevoir les échantillons et les données. C'est complètement impossible pour eux de remonter à qui est ce patient. Donc, vraiment, uniquement nous, à la biobanque, qui avons ce fichier-là de correspondance entre qui est le patient et quel est son numéro d'échantillon, juste pour être vraiment bien clair là-dessus. C'est important. C'est très important. Et ensuite, au niveau des données, ça va dépendre. Eux, ils peuvent avoir une demande très précise, où ils veulent juste savoir quel type de traitement a été donné au patient, par exemple. Dans ce cas, c'est ça qu'on va leur donner. S'ils nous demandent de recevoir toutes les données qu'on a sur le patient, dans ce cas, on va leur transmettre tout ce que nous, on a gardé dans la biobanque. Donc, c'est pas l'ensemble des données qui existent sur le patient, c'est vraiment l'ensemble des données qui sont pertinentes à la biobanque. Et c'est ces données-là qu'on va transmettre. Donc, tout ce processus de faire la demande, de recevoir les échantillons, ça coûte combien? Alors, les échantillons en eux-mêmes, il n'y a pas de prix. C'est important de savoir qu'on ne se fait pas de l'argent sur le dos des patients. Les échantillons ne sont pas à vendre. Par contre, il va y avoir un frais administratif qui est associé justement au fait d'avoir géré les échantillons, les avoir stockés et là d'avoir fait l'envoi. Donc, ce frais-là, il est variable de biobanque en biobanque. Il est aussi variable selon si on parle d'un chercheur du public ou d'une industrie privée. Donc ça, faut vraiment voir en discutant avec la biobanque de quels frais on parle. Et cet argent-là ensuite est vraiment réinjecté dans le fonctionnement de la biobanque. Et pour ce qui est des industries privées, faut savoir que pour nous, en tout cas, dans notre formulaire de consentement, c'est une question à part. Donc les patients ont vraiment le choix de dire est-ce que je veux oui ou non que mon échantillon soit disponible pour des industries privées. C'est à part par rapport au partage avec des chercheurs du public. Et pour ce qui est du privé, c'est pareil, les échantillons sont pas à vendre, c'est toujours un prix administratif, mais qui va être plus élevé pour les industries privées que pour les chercheurs du public. Quel type de projets peuvent être faits avec les échantillons de la biobanque que tu aurais, à l'exemple? Il y a énormément de choses qui peuvent être faites. Certaines personnes vont aller chercher uniquement les données et vont regarder, par exemple, je sais pas, le taux de mortalité suivant l'administration de telle chimiothérapie chez les personnes qui ont telle ou telle caractéristique. Donc ça peut vraiment être 100% sur les données. Sinon, comme je disais, il y a beaucoup de choses qui sont faites au niveau génétique pour aller rechercher différents marqueurs, regarder la présence ou l'absence de marqueurs chez différentes patientes, répondre justement aux différents traitements en fonction de la présence ou de l'absence de certains marqueurs. C'est beaucoup de choses comme ça qui sont faites en ce moment. À titre d'exemple, justement, j'en ai un. Moi, pendant mon doctorat, en fait, j'avais demandé des échantillons à une biobanque. C'était des échantillons de patients qui ont de l'anémie de Fanconi, une maladie rare. Comme j'avais certaines données des patients, en particulier l'âge, le sexe, j'ai pu en parallèle demander des échantillons de patients sains qui étaient comparables. Donc après, j'avais fait des séquençages d'ARN sur ces deux groupes d'échantillons pour les comparer et voir en particulier quelles voies moléculaires étaient différentes entre les deux groupes. Et j'avais fait ça un peu à la fin de mon doctorat et ça avait permis de confirmer les résultats que j'avais obtenus pendant des mois et des mois. Donc, j'avais été bien contente de recevoir ces échantillons de la plus grande. C'est ça, je pense que c'est vraiment, ça apporte beaucoup en fait. Quand on fait de la recherche fondamentale ou translationnelle et qu'on arrive on arrive un peu au bout de ce qu'on est capable de faire avec des cellules ou même des souris. Ça apporte beaucoup d'être capable de faire des tests sur des vrais échantillons humains et de regarder si son hypothèse tient toujours la route. C'est très important, je pense. Ça ne vient qu'enrichir notre recherche. Donc tout à l'heure, on parlait du coût pour recevoir ces échantillons. Ces frais qui sont payés par les équipes, c'est suffisant pour faire vivre la biobanque? Non, malheureusement, c'est assez compliqué en fait d'avoir du financement pour une biobanque. Comme on n'est pas, c'est pas un projet de recherche, donc c'est pas quelque chose qu'on peut demander dans des sources de financement classiques. Donc ça prend des choses un petit peu plus spécifiques pour être capable de financer une biobanque. Donc c'est vraiment pas évident. Et nous, on a la chance d'être soutenus donc par le réseau Recherche Cancer, qui soutient plusieurs biobanques et qui nous permet donc de continuer nos activités et justement d'être capable d'avoir une infrastructure qui fonctionne. Il y a d'autres ressources qui vous sont aussi accessibles grâce au RR Cancer. C'est très agréable en fait d'être dans un réseau où on est justement toutes les biobanques ensemble. C'est très facile pour nous de communiquer entre nous puis de s'aider. Aussi au niveau des formulaires de consentement, il y a un formulaire de consentement harmonisé
du RR Cancer. Donc ça aussi, ça permet de grandement faciliter les choses. Et aussi, le RR Cancer nous permet de faciliter notre affiliation à un autre organisme qui est CityHeartNet et qui lui aussi est un organisme qui lui est spécifiquement pour les biobanques et dont l'affiliation est facilitée par le RR Cancer. Euh, Sans RR Cancer, ça serait difficile de maintenir la bio. Oui, clairement. Merci beaucoup Audrey pour toutes ces informations détaillées Avec plaisir. et merci à vous les auditeurs. Comme on l'a mentionné, il existe de nombreuses biobanques qui sont affiliées au réseau de recherche sur le cancer. Vous pouvez retrouver la liste sur le site de RR Cancer dans l'onglet Biobanque. Si vous travaillez en recherche, n'hésitez pas à faire appel à une biobanque pour venir enrichir vos résultats. Elles sont là pour ça, elles sont là pour vous, elles sont là pour faire avancer la recherche. Audrey, est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose? Bah, je pense que c'est très bien dit, hein, vraiment. Il faut penser aux biobanques. Il y en a de plus en plus au Québec et il faut être fier de ça. Il faut les utiliser. Il faut qu'elles servent à quelque chose. Et je pense que bah, je voudrais juste globalement remercier les patients parce que sans eux, les biobanques elles existent pas. Donc ça paraît un peu évident, mais il faut quand même que ces gens-là acceptent de nous faire confiance avec leurs échantillons puis leurs données et voilà, je veux juste qu'ils sachent que c'est très apprécié et que l'impact est réel. Il n'y aurait pas de biobanque sans les patients. Exact. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. À bientôt dans l'Onco en balade.